Après plus de 20 ans à jouer aux jeux vidéo, Fire Emblem Three Houses s'est pourtant ajouté à ma liste de jeux favoris à une vitesse affolante. C'est en bonne partie parce que ces personnages font partie des plus complexes et intéressants que j'ai jamais eu le plaisir de voir, et ce tous médias confondus. Dans cette série de vidéos, j'analyserai donc certains de ces merveilleux personnages, leurs actions, leurs caractères, leurs conversations, et tout ce qui sert à les rendre à la fois si complexes, fascinants, et finalement si humains. On commence immédiatement avec le premier personnage du jeu à m'avoir tapé dans l'œil. Alors même que le jeu était annoncé et les protagonistes dévoilés, ce fut le coup de foudre, les Doki Doki, la lettre de remerciement que je n'ai jamais envoyée mais bien rédigée à Intelligent System pour avoir créé un design qui me parle à ce point. J'ai été de plus très agréablement surprise de découvrir le personnage à qui appartiennent ce sourire et ces yeux verts pétants. Un personnage qui ne fait que me surprendre et me réjouir pendant l'intégralité du jeu. Plus de 600 heures de jeu plus tard, et il s'agit encore d'un de mes 3 personnages favoris. Aujourd'hui, attaquons-nous donc au chef des Serres d'Or, dompteur de Wyvern et archer ultime, l'homme à l'envers sur la jaquette et le détenteur de la moitié des neurones de Faudlan, Claude Von Rigan. Bien entendu, cette vidéo dévoilera plusieurs éléments clés de l'intrigue. Si vous n'avez pas joué au jeu et terminé les différentes routes, tout ceci va méchamment vous spoiler l'histoire. Je vais même mentionner des informations qui viennent du jeu mobile et des interviews Nintendo. Vous êtes donc prévenus. Commençons sur la partie gameplay avant de s'attaquer à ce qui m'intéresse vraiment. Parlons peu mais parlons bien, parlons stats. D'un point de vue général, les classes ont des spécialités notables. Les lions de saphir sont les rois du physique et ont majoritairement les meilleures statistiques en PV, force et défense. Les Serres d'Or, eux, sont plutôt les rois de la technique, de la vitesse et de la chance. Ce qui veut dire qu'ils vont vous enchaîner les coups critiques, les doubles attaques et les esquives. Et Claude représente très bien ce concept. Sa moins bonne statistique est sa statistique de PV, où il est très clairement en dessous de la moyenne pour les unités axées sur le physique comme lui. En revanche, il brille effectivement en technique, vitesse, chance et charme, où il est dans le top 10 à chaque fois. Il a d'ailleurs la meilleure statistique de technique du jeu, ce qui explique ceci, et amène vraiment à s'interroger sur ceci. God, my head slipped. The dining hall lady was on my case the whole time for breaking plates and... Sa force est un peu en dessous de la moyenne pour une unité physique, mais elle reste profondément décente et il se fait pardonner en enchaînant de toute façon les coups critiques qui triplent ses dégâts grâce à sa technique stupéfiante. Je me rappelle d'un de mes runs à N-Bar où il ne m'a fait que des coups critiques du début à la fin. Donc on ne va pas lui demander une force dimitriesque non plus, hein. Imaginez un peu un personnage avec la force de Dimitri et la technique de Claude, ça ferait l'hésiter en fait, mais en physique. Si on prend toutes les unités du jeu, les seules statistiques du jeu que Claude a en dessous de la moyenne sont les PV, la magie et la résistance. Et même là, il reste assez proche de la médiane. Dans le cas de la magie et de la résistance, il est même en général au-delà de la moyenne par rapport aux autres unités plutôt axées sur le physique. Cela signifie qu'il n'y a pas vraiment de domaine où Claude est mauvais, même s'il se retrouvera surpassé dans la majorité d'entre eux par des unités plus spécialisées. On peut tout de même noter que si on additionne juste les statistiques des 40 personnages jouables du jeu, cette constante décence, voire excellence, fait de lui le 2e ou 3e meilleur personnage du jeu en matière de stats générales, uniquement battu par Byleth et Cyril si on ne prend en compte que le potentiel. Maintenant que ceci est fait, parlons du personnage en tant que personne et non pas de son utilité en jeu. On va tout de suite entrer dans le territoire des spoilers, donc accrochez-vous. Claude est le fils de Tiana von Rigan, dernier enfant du duc Rigan qui est le chef de l'Alliance de Leicester. Son père, quant à lui, est le roi d'Almira. Si une interview avec Nintendo a révélé qu'il disposait de plusieurs demi-frères plus âgés, le fait qu'il soit ne serait-ce qu'envisagé pour la succession laisse à penser qu'il serait le seul enfant légitime de celui-ci. En effet, Almira est un endroit profondément raciste, et le petit Claude, ou plus exactement le petit Khalid, a passé son enfance à recevoir brimades, moqueries, provocations et tentatives de meurtre pour la simple raison qu'il osait exister. Il profite du fait que le duc von Rigan cherche un héritier pour révéler son existence et ainsi découvrir Faudlan. Prochaine surprise, Faudlan n'est pas franchement mieux qu'Almira en matière de racisme.
Si celui-ci ne semble pas aussi systématique qu'en Almira, le peu d'attrait que les gens ont envers l'extérieur soi-disant parce que l'Église n'apprécie pas les étrangers et la guerre récente avec Almira font que les Almirois sont vus comme des bêtes féroces qu'il faut abattre. Et ce, malgré les nombreux points communs entre les deux pays. Claude décide donc de réduire ses préjugés en cendres et d'abattre le mur entre les deux nations, pas littéralement, à partir de l'intérieur. Cela implique à la fois de se lier d'amitié avec les autres souverains de Faudlan pour atteindre un terrain d'entente, et de trouver un moyen de remplacer ou au moins réformer l'Église, puisqu'on se sert d'elle comme prétexte pour le racisme. Une lourde tâche, mais une que Claude compte clairement mettre en œuvre grâce à son statut d'héritier de l'Alliance, et grâce à la plus grande force des êtres humains, la capacité à discuter et faire des compromis. Même en sachant d'avance à quel point son objectif était compliqué, d'autant que son enfance solitaire l'a rendu incapable de faire confiance à qui que ce soit, rien n'avait préparé Claude à voir son rêve absolument éclaté en morceaux quand Edelgard déclenche la guerre, rendant son objectif pacifique irréalisable. Claude n'abandonne pas pour autant, et quelle que soit la route, passe le jeu entier à diriger l'Alliance de manière à épargner le plus de vies possible. Commençons par le commencement et par le rôle qu'il joue dès le début de l'histoire. Celle-ci démarre alors que des bandits s'en prennent aux 3 délégués et qu'il faut les protéger. Mais ce n'est le cas que parce que Claude a battu en retraite et choisit de fuir plutôt que de les affronter. Un choix judicieux, même si légèrement gâché par le fait que Dimitri et Edelgard l'aient suivi et réduisent ainsi son plan en cendres. Il est déjà intéressant de noter que c'est Claude qui ruine ainsi la tentative d'assassinat d'Edelgard en faisant une chose à laquelle elle ne s'attendait pas en prenant la fuite. Néanmoins, une tentative d'assassinat si bancale que celle qui finit le plus mise en danger et celle qu'il a commanditée n'était probablement rien comparé à ce qu'il a vécu en Almira. En y réfléchissant comme ça, il semble logique que Claude soit celui qui ruine ce plan sans même s'en rendre compte. Il est juste trop habitué à survivre aux tentatives de meurtre pour se faire avoir comme ça. Quoi qu'il en soit, dans les routes qui ne sont pas la sienne, Claude est probablement le personnage le plus énigmatique parmi les 3 leaders. Dans Neige Argentée, il n'apparaît même pas, on apprend juste sa disparition après la bataille de Gronder. Nintendo a confirmé qu'il y avait survécu, et on obtient sans vraie explication des informations que, dans d'autres routes, il est le seul à posséder. Ce qui semble sous-entendre qu'il met son rêve entre nos mains avant de repartir en Almira, le tout très discrètement. Dans Fleur Vermeille, Claude ne lance jamais l'offensive et est à la place attaqué par l'Empire qui décide que s'attaquer à l'Alliance rendra la conquête du royaume plus simple, refusant au passage d'envisager une alliance avec, l'Alliance, justement. Au lieu de se réfugier au fond d'un palais et de laisser ses hommes protéger la ville, Claude défend Derru avec l'aide de son pays natal. Vous pouvez choisir de le tuer, ce qui ne vous apporte rien à part de vous sentir affreux si vous avez une âme, ou de l'épargner, auquel cas il vous confiera son rêve. Il gardera par contre son arc et nous dit explicitement, au combat, qu'on aurait mieux fait de le choisir lui plutôt qu'Edelgard, ce qui en dit long sur la manière dont il considère la situation comparée à celle de Lune d'Azur. Car dans Lune d'Azur, en revanche, Claude apparaît bien davantage. Sa présence se fait savoir très vite, à peine Rodrigue a-t-il rejoint l'équipe, parce que toute une partie du scénario a à voir avec lui. Pour commencer, nos personnages s'arrangent avec lui pour qu'il attire les hommes de Gloucester loin du pont de Myrddin, afin de pouvoir s'emparer plus aisément de celui-ci. Suite au succès de cette entreprise, nos personnages décident de s'allier officiellement avec Claude et Leicester. Malheureusement, le projet est tué dans l'œuf par des hommes de l'Empire qui massacrent les chevaliers qui servaient de messagers et nos personnages, dans le doute, renoncent à se joindre à l'Alliance. En l'absence d'alliance avec Claude, on le retrouve à Gronder où le jeu justifie maladroitement le fait qu'il commence à attaquer après quelques tours par un brouillard intense qui n'a pas été transcrit dans le gameplay alors que le brouillard de guerre est présent dans le jeu en tant que mécanique. Enfin bref, pendant le combat, il peut se retrouver face à un Dimitri qui n'est pas exactement dans l'état le plus raisonnable du monde. Néanmoins, Claude est également un bon juge de caractère et détermine que Dimitri n'est pas perdu. Il décide donc de lui faire profondément confiance, ainsi qu'au professeur, et déduit dans une démonstration d'intelligence qui vire presque à la prescience que non seulement Dimitri reprendra ses esprits, mais aussi qu'il reprendra Firdiad et acceptera de venir lui apporter son aide. Un coup de génie qui prouve qu'il avait beaucoup trop bien cerné nos protagonistes, puisque c'est exactement ce qui se passe. Claude évacue alors Derru, quelque chose de particulièrement notable vu que dans toutes les routes où on l'affronte, Edelgard refuse de faire évacuer Enbar, préférant utiliser les citoyens comme bouclier humain. Il garde le port à la fois pour protéger la retraite de son peuple et pour inviter l'ennemi à se rendre dans la ville, où il se retrouvera alors pris au piège entre les forces de l'Alliance et du Royaume. Ce qui est sans nul doute la tactique de guerre la plus poussée à laquelle on ait droit du jeu. Une tactique qui paiera, puisque cela permettra à la fois de sauver l'Alliance et de se débarrasser d'Arundel,
et donc du véritable grand méchant de l'histoire. Après ce combat dantesque, Claude confie son arc et l'Alliance à Dimitri, montrant qu'il lui accorde toute sa confiance et compte sur lui pour accomplir son rêve et prendre soin de ses citoyens, avant de retourner en Almira pour s'occuper de cette partie-ci de son objectif. Si ces actes peuvent sembler étranges quand on ne connaît pas le personnage, après Vendémeraude, ils prennent tout leur sens et témoignent à la fois de son esprit pratique et tactique, de son pragmatisme, de son sens des valeurs et des priorités, mais aussi de la confiance et de l'amitié qu'il accorde au professeur et à Dimitri. Finalement, sans le contexte de son histoire dans les autres routes, Claude est un personnage énigmatique mais toujours sympathique à sa façon, qui clairement place la vie des autres comme sa priorité et n'apprécie pas la violence gratuite. S'il ne place sa confiance en Edelgard que lorsqu'il n'a plus d'autre choix, il développe en revanche une confiance profonde et assez de respect envers Dimitri pour ne pas hésiter à tout lui donner et clairement sous-entendre qu'il compte travailler avec lui à l'avenir. D'ailleurs, même si je comprends le désir de ne pas spoiler, j'aurais trouvé très pertinent que les épilogues de Lune d'Azur le mentionnent en tant que roi d'Almira, vu qu'il est évident qu'il compte établir une paix durable entre la Faudland de Dimitri et son Almira. Dans Ombres embrasées, comme la plupart des personnages, il ne joue qu'un rôle très secondaire, mais il est plus ou moins celui qui déclenche l'histoire en repérant un homme louche et en trouvant le chemin que celui-ci emprunte pour retourner dans l'abysse. Lui et Dimitri sont également les premiers à soupçonner Aelfric, et il est le seul à saisir le plan de Yuri vers la fin. Ses rares interactions avec Yuri, par ailleurs, font partie des raisons pour lesquelles leur absence de soutien est rageante, car en plus de s'entendre comme cul et chemise, il y a clairement énormément de similarités entre eux. Il est d'ailleurs le seul des personnages du jeu de base à avoir une interaction avec lui lors des pauses entre combats. Il est aussi le personnage du jeu de base à avoir le plus de répliques du DLC, et sous-entend assez lourdement que Claude n'est pas son vrai nom au début. En fin de compte, du jeu de base, il est peut-être le personnage qui a le plus grand rôle parmi les 6 qui nous accompagnent. Non pas que ce soit difficile, je l'admets, puisque ces 6 personnages ont tous un rôle plutôt réduit. Dans sa propre route, Claude se présente comme un personnage qui se prétend du genre à ne rien prendre au sérieux, à jouer les fourbes, et qui finalement regarde tout d'un œil calculateur, décidant presque instantanément de nous utiliser pour son propre gain. Bailes le décrit comme ayant un sourire attachant, mais qui n'atteint pas ses yeux. Et en effet, derrière le sourire et les blagues, Claude est très froid dans sa manière d'être. Il ne laisse jamais rien paraître et rien ne semble le toucher. Il montre par exemple une certaine sympathie pour Lonato, mais pas au point de considérer ses actes comme acceptables, ni de regretter sa mort ensuite. Sans oublier qu'il remonte ensuite le moral de ses compagnons en rappelant que si on ne l'avait pas arrêté, bien des villages auraient souffert de sa rébellion. Pour le citer, les nobles déclenchent les guerres, mais c'est le peuple qui saigne en premier. Ce qui en dit long sur la manière dont il voit la guerre et les nobles qui les déclenchent d'un point de vue général. Vu ce qui se passe lors de l'invasion d'Enbar, il est clair que son point de vue est en général partagé par la population. Quoi qu'il en soit, tout change après le rite de renaissance de la déesse et le moment où Bailes récupère l'épée du créateur. Comme on le découvre bien vite, l'épée du créateur était un des objectifs de Claude lorsqu'il a rejoint l'académie. S'il parvenait à mettre la main sur une relique aussi précieuse et à s'en servir, alors son rêve serait devenu aussitôt à portée de main. Car comme le jeu le démontre encore et encore, le plus gros obstacle pour Claude est que les autres ne l'écoutent pas. Ses camarades de classe ne suivent pas ses ordres lors des batailles amicales, et que ce soit dans son soutien avec Cyril ou l'annexe de Lorenz, le fait qu'on ne le reconnaisse pas malgré son rang le perturbe clairement. Ce manque de respect est particulièrement évident dans sa propre route, et explique pourquoi il considérait avoir besoin de l'épée du créateur pour ajouter du poids à ses paroles. Même s'il fait semblant de ne pas l'être, Claude s'en trouve chagriné et même vexé quand Bailes parle de son incompréhension totale, persuadé que celui-ci lui ment à ce sujet. Néanmoins, cela force Claude à adapter ses plans, ou plus exactement à les partager un peu. Il commence donc à s'ouvrir plus à Bailes, dans l'espoir que celui-ci décide de le soutenir, par exemple en lui montrant les résultats de ses recherches. Au fur et à mesure que Claude s'ouvre, il ne révèle toujours rien sur lui, mais ses sentiments sont clairement de plus en plus sincères. Après la mort de Geralt, Claude demande franchement au professeur l'autorisation de lire le journal de son père, dans l'espoir d'en apprendre davantage, au lieu d'essayer de le subtiliser en douce comme il admet qu'il aurait eu tendance à le faire. Une requête que le professeur finit d'ailleurs par satisfaire malgré le côté privé du journal, avec ou sans hésitation. Le jeu ne nous laisse tout simplement pas progresser tant qu'on lui dit pas oui par ailleurs, comme pour nous forcer à atteindre ce niveau de confiance avec lui. C'est bien simple, si Bailes ne fait pas assez confiance à Claude pour lui confier le journal, alors le jeu ne peut pas se poursuivre. Suite à cela, le lien de confiance qui se forge entre lui et Bailes est inégalé dans le jeu, puisqu'il est littéralement la seule personne du jeu entier à qui Bailes révèle l'existence de Sotis dans sa tête depuis sa naissance, dans le scénario principal. Oui, parce qu'il est possible de le révéler à Flayn si on l'épouse, mais dans le jeu principal, il n'y a que Claude. Témoignage de l'évolution de sa confiance à son égard, malgré l'absurdité de cette histoire,
Claude, qui est pourtant méfiant comme pas possible et fort peu croyant, l'écoute et accepte d'y croire. Mais cette confiance en Byleth est visible plus que tout lors des retrouvailles 5 ans plus tard. Une scène que je me ferai un plaisir d'analyser un peu plus loin et que j'apprécie énormément. En effet, Claude faisait assez confiance à Byleth pour tenir une promesse malgré le peu de chance que le professeur avait de faire de même. Il est allé jusqu'à se rendre à Garreg Mach, maintenant envahi de bandits, juste pour l'y attendre. Et à sa réaction ensuite, il était clair qu'il faisait également assez confiance à ses camarades de classe pour s'attendre à ce qu'il l'imite. Finalement, l'homme incapable de faire confiance est celui qui fait le plus confiance aux autres dans sa route, et entre ses retrouvailles et le travail d'équipe qui sert à se débarrasser du boss final, on peut effectivement dire que son développement se base avant tout là-dessus. Même son rang S est basé sur la confiance, puisque même s'il demande Byleth en mariage, il s'agit plus d'une promesse qu'autre chose. Une promesse pour quand il reviendra, après avoir accédé au trône d'Almyra, afin d'unir les deux pays. Une promesse que Byleth accepte, et qu'il tient dans l'épilogue, preuve une fois de plus de la confiance qui unit les deux personnages et de jusqu'où elle peut les mener. Mais si le thème du personnage de Claude est la confiance, sa personnalité ne se limite évidemment pas à ça. Comme établi plus tôt, notre cher jeune homme est un fiefé manipulateur. Les 5 ans de guerre lui ont clairement fait comprendre que si on ne l'écoutait pas, il devrait manipuler la situation de manière à ce qu'on l'écoute sans s'en rendre compte. C'est ainsi qu'il s'arrange pour que l'armée, qu'il dirige pourtant, soit sous les couleurs de l'emblème du feu et non pas de l'Alliance, afin de rallier les troupes fidèles à l'église et de préparer Faudlan au futur règne du professeur. Il parvient aussi à forcer Holst et Nader, 2 ennemis jurés, à se rencontrer autour d'un verre et discuter, ce qui permet à Nader d'entrer en Faudlan et de lui prêter main forte à plusieurs reprises jusqu'à l'attaque de Merceus, où sa présence est même la pierre angulaire des tactiques employées. Il garde d'ailleurs l'assistance des Almirois secrètes jusqu'au moment fatidique du combat, forçant les deux armées à travailler de concert quand elles n'ont pas d'autre choix et ainsi de former une certaine fraternité. S'il présente ses excuses à Byleth pour l'utiliser ainsi, il est difficile de lui en vouloir quand les résultats sont si spectaculaires. Ses manipulations vont jusqu'au combat final, où il parvient à tromper Némésis et ainsi l'atteindre de manière à ce que Byleth puisse porter le coup final. Claude est un manipulateur du début à la fin, mais c'est la manière dont il emploie ses machinations, finalement, qui rendent ses manipulations plus admirables qu'autre chose. Niveau moral des troupes, Vendemrode est de loin la route la plus joyeuse, et cela est avant tout dû à Claude. En effet, que ce soit son utilisation de l'église comme point de ralliement, ses plans réfléchis, la voix qu'il donne à ses anciens camarades de classe ou même ses moments plus loufoques, Claude semble faire particulièrement attention au moral de ceux qu'il dirige. Les troupes sont plus ou moins unanimement heureuses de combattre à vos côtés du début à la fin, et il y a des mécontents dans toutes les routes bien sûr, mais celle-ci est en général celle avec le moins de gens en désaccord. Les seuls moments d'ombre sont Gronder et la chute de Merceus. Le moral des troupes est important et il est intéressant de noter comme Claude parvient à le maintenir au beau fixe sans réelle manipulation ou mensonge. On pourrait même dire qu'il s'agit là de la route qui présente le moins de préjugés ou de propagande par rapport à ses ennemis. Un autre fait intéressant qui m'a fait plus d'une fois la qualifier de route des bisounours. Parce que pour montrer de l'empathie et de la compassion pour les Agarthés, il faut se lever tôt. En dehors de sa méfiance et de son côté manipulateur, le troisième point le plus marquant de Claude que l'on remarque dans cette route est sa curiosité. Pour autant qu'il aime garder ses secrets au point qu'on apprend certains d'entre eux que dans l'épilogue, Claude aime plus que tout découvrir les secrets des autres et du monde. C'est cette curiosité intense qui fait qu'il découvre le lien entre l'Immaculée et les reliques, demande à lire le journal de Geralt, essaie de comprendre tout ce qui se passe en Faudlan, lui permet de rencontrer Saint Maciul, et à la fin parvient même à convaincre Rhea de révéler toute l'histoire. Quelque chose qu'elle ne fait sinon jamais entièrement, pas même dans Neige Argentée, même si on peut peut-être considérer qu'elle ne le fait pas uniquement à cause de sa transformation impromptue. Il est d'ailleurs notable qu'il est le seul leader dans notre camp avec qui on voit Rhea discuter après l'ellipse, et qu'il est clair qu'elle le respecte et même l'apprécie. Quoi qu'il en soit, la curiosité de Claude est ce qui permet à Byleth et donc aux joueurs de découvrir l'entière vérité et par conséquent d'appréhender la situation de Faudlan dans son intégralité. Une autre preuve de sa curiosité pour tous les petits secrets du monde est qu'il possède des répliques dans énormément d'annexes en dehors du sien, puisqu'il en a également pour ceux de Lorenz, Marianne, ou encore Shamir et Aloïs. Mais c'est également le seul délégué à venir vous voir pour l'annexe de Rhea et à avoir des dialogues lors de celui-ci. Dans les cas de Marianne et de Rhea, c'est explicitement sa curiosité qui le fait réagir et interroger. Et il va jusqu'à poser des questions à son ancêtre lors du combat final, juste pour voir si celui-ci est capable de réagir. Dans le cas de Lorenz, c'est pour mettre en relief l'ignorance d'Achéron, tandis que dans celui de Shamir et Aloïs, nous dirons juste que si ses origines almiroises sont un mystère pour le reste des personnages, elles ne devraient plus l'être pour le joueur ou la joueuse si celle-ci l'a sélectionné au début du combat et l'a fait affronter le boss. Mais revenons sur sa curiosité, car ce que celle-ci apporte également à Claude, c'est une propension à écouter, rechercher, réfléchir, observer
et se faire sa propre opinion seulement après avoir fait tout ça. Tout le long du jeu, il est clair que Claude possède au mieux des sentiments mitigés envers l'église. On reviendra sur son point de vue sur la foi plus tard, mais il en est assez ouvertement critique. Il est prêt à débattre sur tout ce qui lui semble illogique, comme le mythe de la création d'Ailel, et il considère Rhea comme un obstacle, au point de ne pas être sûr de vouloir qu'elle soit en vie après l'ellipse. Néanmoins, que ce soit la révélation de l'existence de Sothis, son respect pour les membres de l'ordre comme Cyril ou Shamir, ou encore le simple fait qu'ils sont les meilleurs alliés qu'il peut avoir, il se range de leur côté. Et lorsque Rhea daigne enfin expliquer ce qu'elle sait, la situation, les véritables histoires et tout le reste, il l'écoute, réfléchit, comprend et montre même aussitôt de la compassion. Cette histoire le conforte dans le fait que l'Église soit son allié, car pour tous ses défauts, les problèmes qu'il a avec et le fait qu'il souhaite la réformer, il a également conscience des raisons qui ont poussé à ses choix, les comprend et les respecte assez pour déterminer qu'ils ne sont pas ses vrais ennemis dans cette histoire. Finalement, ce qui fait de Claude le leader le plus efficace à mon sens et le seul à avoir des résultats aussi spectaculaires, parce qu'unir Fodlan avec Almira sans violence il faut quand même le faire, c'est un mélange d'intelligence stratégique, politique et émotionnelle, une moralité bien alignée, une curiosité sans pareille et une profonde confiance en les autres. Et ce alors que tout le long de la route, il ne reçoit pas le moindre respect de la part des gens qu'il dirige. Les soldats chantent les louanges de Byleth, mais oublient totalement que c'est Claude qui rend ces exploits possibles. Un fait auquel il s'attendait clairement, aussi triste que ça puisse paraître, puisqu'il avait basé toute sa stratégie et ses plans futurs sur l'idée que les gens se rallieraient derrière le professeur et non pas lui. Le fait qu'il avait raison, comme souvent, ne rend pas la situation moins injuste, surtout lorsqu'il s'agit sans le moindre doute du leader le plus honorable et qui prête le plus d'attention à ses hommes du début à la fin. Claude est aussi le seul leader à rester du bon côté de la ligne morale quoi qu'il advienne. Quelque chose de très clair lorsqu'on analyse sa scène de retrouvailles, surtout comparée aux deux autres. S'il fait nuit dans les retrouvailles avec Edelgard pour signifier qu'elle a complètement sombré dans l'obscurité et que rien ne peut la ramener vers la lumière, celle avec Dimitri fait beaucoup de jeux entre la lumière et l'obscurité que j'analyserai lors de la vidéo de celui-ci. Pour Claude en revanche, lorsqu'on arrive, il est la lumière. Il se trouve au niveau de la fenêtre, de la source de lumière de la pièce. C'est même lui qui fait un pas en avant, à la limite entre l'ombre et l'obscurité pour inviter Byleth à le rejoindre sur un pied d'égalité. Ce jeu de lumière sert plus encore à mettre en relief le fait que Claude ne perd jamais sa voix et reste profondément fiable et bon, sans jamais faillir, et sur le fait qu'il traite Byleth comme son égal du début à la fin. Pour finir, retournons un peu sur la religion, car la foi est un thème récurrent des Fire Emblem et plus particulièrement de celui-ci. S'il est difficile d'être athée lorsque la déesse vénérée sur Fodlan vit littéralement dans la tête de notre protagoniste, un grand nombre d'interprétations de cette foi est présent, et je n'ai pas le temps de les détailler ici, donc résumons rapidement le point de vue de Claude, qui est profondément intéressant en raison de son point de vue extérieur. Malgré ses origines externes, Claude arrive à envisager que la déesse puisse être réelle et n'a rien contre cette foi qui pourtant ne résonne pas avec ses propres croyances. Son point de vue sur la foi est que celle-ci sert de soutien moral à la population et qu'il n'y a aucun mal à ça. Là où cette foi commence à le gêner, c'est lorsqu'elle commence à être utilisée comme prétexte pour la persécution ou pour les préjugés, comme elle l'est parfois en Fodlan. Il a également du mal avec ceux qui ne feraient le bien que pour satisfaire la déesse, et c'est d'ailleurs lorsque Cyril lui affirme que Rhea ne l'a pas recueilli parce qu'une quelconque déesse le lui a ordonné, mais bien parce que c'était la bonne chose à faire, que Claude commence à accepter l'idée qu'elle n'ait pas besoin d'être son ennemi. En soi, il a donc un point de vue très modéré sur la religion, voyant à la fois ses bons côtés et ses mauvais côtés. Il a trouvé le juste milieu au niveau de ce thème, quelque chose que, comme on le verra par la suite, il fait plusieurs fois.